heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, dans l'International. Ce vendredi, nous allons parler de la diplomatie agissante, de la diplomatie de proximité. Vous avez remarqué, mesdames et messieurs, que notre nouveau chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi, a voyagé, beaucoup de voyages depuis son accession à la présidence de la République. C'est pour dynamiser la diplomatie, c'est pour revigorer la diplomatie parce que la RDC était vraiment en hibernation dans ce domaine-là. Mais nous allons aujourd'hui mettre un accent sur un autre type de diplomatie avec Piaget Boto, qui est en tout cas un analyste, un étudiant qui nous vient de Chine. Nous allons un peu parler de cette forme de diplomatie parce que pour lui, tout Congolais en fait est diplomate, entre guillemets. J'essaie un peu de vous faciliter la tâche pour comprendre un peu. Très heureuse d'être avec vous, Piaget Boto. Vous nous revenez de la Chine, Piaget Boto, et une question de curiosité, beaucoup de gens se posent la question, les Chinois qui travaillent ici souvent, quand on voit les images, les gens disent les routes que les Chinois bâtissent ici par exemple se dégradent assez vite, tout ce qui est chinois se dégrade assez vite. Vous avez vécu en Chine, est-ce que ce sont les mêmes infrastructures qui sont en Chine? Est-ce que c'est chinois où il y a solo vraiment les gens veulent savoir, est-ce que la Chine est vraiment aussi belle, est aussi forte aujourd'hui qu'on le dit? Ok, merci beaucoup madame, et j'aimerais saluer tous les téléspectateurs de Congo Web TV. D'emblée, je vais parler de la Chine aujourd'hui et de la diplomatie congolaise en Asie du Sud-Est. Et en rapport à votre question, je dirais la Chine aujourd'hui est développée. La Chine aujourd'hui a construit des routes comme en Europe, comme aux États-Unis. Eh bien, lorsque les hommes d'affaires ou les investisseurs chinois ou les compagnies chinoises viennent ici en Afrique et principalement en République démocratique du Congo, ils font les routes en rapport avec ce qu'on leur donne comme moyens ou comme argent. Alors, si le gouvernement donne autant de millions pour telle route avec telle couche, les Chinois vont travailler en rapport avec ce qu'ils ont réussi. Et lorsqu'ils font leur téléphone, lorsqu'ils font leurs ordinateurs, eh bien, il y a toujours trois qualités. La première qualité, généralement, c'est trop cher. Et puis, généralement, les Africains qui sont en Afrique ici ont du mal à se procurer ces objets. Alors, c'est ainsi que les commerçants chinois qui viennent ici en Afrique ou en RDC, ou les commerçants congolais qui vont en Chine acheter les téléphones, acheter les ordinateurs, achètent les ordinateurs moins chers, qui coûtent moins cher, et ces ordinateurs ne sont pas de bonne qualité, ils sont de troisième qualité. Après quelques mois, eh bien, ils se dégradent. Voilà. Donc les Chinois ont toutes les qualités. C'est vrai que vous avez vécu en Chine, Piaget, je vais vous appeler Piaget, vous avez vécu en Chine aujourd'hui. Est-ce que la Chine est-elle aujourd'hui cette super puissance? C'est vrai qu'aujourd'hui tout le monde courtise la Chine, mais ce qui fait mal, de fois, on nous empêche, nous, Congolais, de courtiser la Chine, d'être avec les Chinois. Nous avons vu dernièrement ce couac diplomatique où on a rappelé notre ambassadeur aux Nations Unies sous prétexte que notre ambassadeur a soutenu la Chine dans une question internationale. Est-ce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la Chine est la plus belle femme au monde aujourd'hui, tellement courtisée? Oui, je dirais les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts à défendre. Et si on a un intérêt à trouver, si notre gouvernement, le gouvernement congolais a un intérêt à trouver en étant en relation avec la Chine, eh bien, il n'a qu'à être en relation avec le gouvernement chinois. La Chine aujourd'hui, quand on parle de la reconstruction en Afrique, on voit la Chine. Quand on parle de construction des routes, j'ai suivi le président de la République dans son discours. Il a souligné qu'il aimerait voir les routes reliant Mombasa au Caire, Cape Town au Caire ou Mombasa à Lagos, pardon. C'est la Chine qui va faire ce travail. La Chine aujourd'hui a initié son programme de One Belt, One Road. Une route pour une ceinture, une route en français. C'est pour construire. Vous verrez, aujourd'hui la Chine développe les Kenyans. Aujourd'hui la Chine développe l'Éthiopie. La Chine a construit des chemins de fer. La Chine continue à construire des routes. Pendant que le Congo est un grand pays, pendant que le Congo nous n'avons pas une bonne infrastructure, or pour qu'on se développe, eh bien, on a besoin forcément de coopérer avec la Chine. Et cela passe par une bonne diplomatie. Et cela passe par l'envoi de bons diplomates avec un bon profil, des gens qui connaissent bien la Chine, des gens qui connaissent bien l'Asie, qui vont coopérer avec les Chinois. Parce que lorsqu'on ne connaît pas la culture d'un pays, lorsqu'on ne connaît pas... Les Asiatiques ont une culture assez feutrée. Hein. Il faut vraiment connaître les us et coutumes des Asiatiques. Voilà, lorsqu'on ne connaît pas les Asiatiques, vous ne voulez pas coopérer avec eux. Lorsque vous avez un professeur, votre superviseur, il ne vous imposera pas son point de vue. Il vous dit, quand il dit, I think, ou bien, in my
my view, cela veut dire qu'il n'est pas d'accord avec ce que tu as dit et il ne va pas te contredire ouvertement comme ça. Et si toi tu ne le connais pas, si dans une conférence, si dans une négociation, toi tu ne connais pas les Chinois, tu ne connais pas les Asiatiques, tu vas croire qu'ils sont d'accord, voilà, nous allons signer un deal, mais à la fin des comptes, ce n'est pas ça, il n'est pas d'accord avec toi. Mais qu'est-ce que la Chine a en contrepartie? Vous l'avez dit, il n'y a pas d'amitié entre les États, il n'y a que les intérêts. Qu'est-ce que la Chine gagne? Parce qu'aujourd'hui, on parle d'une colonisation chinoise. Les Européens se lèvent et disent, mais vous êtes plein de la colonisation européenne. Aujourd'hui, vous subissez de plein fouet la colonisation chinoise, en fait. Ah oui, lorsque la Chine vient en Afrique, la Chine ne vient pas s'imposer. Sauf qu'on a des dirigeants qui sont prêts à tout. Et lorsque les sociétés chinoises viennent en Afrique, ils cherchent l'argent. Et lorsqu'ils rencontrent des gens corruptibles, lorsqu'ils rencontrent des gens qui aiment la commission, lorsqu'il y a un Chinois les rétrocommissions, lorsqu'un Chinois, comme chez nous. Voilà, lorsqu'un Chinois vient investir ici et qu'avant de rencontrer une autorité, on lui demande l'argent, il se dit, ok, ça c'est... Il s'adapte directement et puis il s'en va. Alors que lui n'est pas comme un Européen qui doit poser des questions, qui doit poser des conditionnalités. Les Chinois n'est pas comme ça. Ce qui importe pour lui, c'est son argent. Il vient, il prend l'argent. Les droits de l'homme en Chine, comme on dit, même les Européens, quand ils discutent avec eux, on met de côté les droits de l'homme. Mais pourquoi les Européens nous imposent, nous, de respecter les droits de l'homme par rapport à ceci ou cela? Mais quand eux discutent avec la Chine, ils mettent de côté cette question cruciale des droits de l'homme. Ah oui, c'est le paternalisme. Vous verrez, les Européens veulent avant qu'on coopère avec la Chine, avec les gouvernements congolais, coopèrent avec la Chine, passe par leurs institutions, passent par leur gouvernement, alors qu'eux-mêmes se rendent en Chine. Je voyais François Hollande en 2014 se rendre en Chine à plusieurs reprises. Cette année, Emmanuel Macron s'est rendu en Chine à 2 reprises. Et lorsqu'ils vont en Chine, ils ne parlent pas des droits de l'homme. Lorsqu'ils vont en Chine, ils ne critiquent pas la Chine. Ils y vont là pour chercher des investisseurs. Ils y vont là avec eux, 200, 300 hommes d'affaires français. Et ils vont chercher le partenariat avec les Chinois. Et quand ils ont l'argent, ils reviennent ici avec 3 millions, avec 6 millions, nous offrir les 6 millions et dire que la Chine n'est pas un bon partenaire. Alors que la Chine n'est pas comme on nous la présente. Un constat nous voyons la Chine sous les prismes des Occidentaux. Voilà, c'est par rapport à ce que les Occidentaux nous montrent, par rapport à ce que leurs médias nous montrent. Mais il suffit de vous rendre en Chine. Même moi, avant de me rendre en Chine, je croyais que la Chine, ce sont les Chinois qu'on voit ici en train de construire les routes. Mais la Chine, c'est pas ça. La Chine est développée aujourd'hui, la Chine a de l'argent, les capitales se trouvent aujourd'hui en Chine. Et bien tout le monde va chercher l'argent en Chine, même les Américains ont la dette chinoise. Alors, moi je crois que pour qu'un président de la République, pour qu'un gouvernement s'en sorte ici en Afrique et principalement au Congo, ce gouvernement doit coopérer avec la Chine, ce gouvernement va chercher l'argent en Chine. Oui, il y a quelques années, nous avons eu ce fameux partenariat avec les Chinois. Vous vous rappelez, sous Joseph Kabila, ce partenariat win-win avec la Chine. Mais les gens disent qu'on n'avait pas signé avec les bons Chinois, entre guillemets. Est-ce que vous avez... qu'est-ce qui s'était réellement passé pour que ce partenariat-là, qui semblait vraiment génial, puisse échouer? Parce que j'ai l'impression que ce partenariat n'a pas fonctionné. Oui, tout part des négociateurs congolais. Lorsqu'ils vont en Chine, lorsqu'ils vont négocier les contrats, ils ne se rendent pas compte qui est en face de nous. Les contrats chinois entre la RDC et les Chinois, disons, n'est pas un contrat entre gouvernements, c'est un contrat entre les privés chinois et les gouvernements congolais. Et les négociateurs qui ont négocié ces contrats, ils étaient en position de faiblesse. Et en même temps, il y a la pression de l'Union européenne, il y a la pression des États-Unis. Alors, ce n'est pas les contrats chinois en soi qui n'est pas bon. Non, pas du tout. Ce sont des acteurs, ce sont des négociateurs congolais. Lorsque les experts congolais ou les politiques congolais vont en Chine, des fois, vous les voyez là, ils ne parlent pas anglais, ils ne parlent pas chinois. Et lorsqu'ils vont acheter les téléphones, pendant qu'il y a la conférence, pendant qu'ils doivent assister à la conférence, ils sortent et sont dans autre chose. Je vis récemment, lorsqu'il y a eu les jeux militaires en Chine, à Wuhan précisément, les Congos envoient des canards boités, ils envoient des militaires qui ne sont même pas aptes et ils sont battus par les autres. Mais là, si vous êtes battus comme ça, ce n'est pas la faute à la Chine. Si vous allez négocier et que vous êtes perdant, ce n'est pas la faute à la Chine, c'est la faute au gouvernement congolais, c'est la faute à ceux qu'on envoie négocier au nom du gouvernement congolais. Piaget, vous avez soulevé un fait, c'est la participation ou la non-participation des Congolais dans les conférences internationales. Vous avez dit par exemple que quand il y a des ateliers comme ça, des conférences, d'abord les Congolais ne savent pas parler anglais, ne parlent pas chinois, ou n'amènent pas les traducteurs pour ce travail, et ensuite c'est pas les gens qualifiés qui y vont, mais quand c'est les autres, le Sénégal, le Kenya, le Congo, on sent vraiment la participation de leurs experts dans cette histoire. Pourquoi nous nous comportons comme cela?
Oui, oui. Moi, je crois qu'il y a espoir. Peut-être avec le gouvernement actuel, les choses pourront changer. Moi, j'aimerais à ce que le gouvernement comprenne que l'ambassade n'est pas un garage où l'on doit envoyer des gens qu'on ne veut pas voir, où l'on doit recommander des gens, des amis, des frères et sœurs. Dans une ambassade, on doit envoyer des gens qui sont aptes, qui connaissent la région, des gens qui connaissent la diplomatie et qui ont des orientations et des objectifs clairs, qui savent ce qu'ils sont allés chercher. Un diplomate n'est pas un fonctionnaire comme tel. Un diplomate est là pour aller chercher. C'est un entrepreneur. C'est quelqu'un qui va chercher pour son pays. Alors, lorsqu'on a des diplomates qui sont là dans les ambassades et qui ne font comme travail que vendre les visas et puis attendre que le gouvernement leur envoie les salaires et c'est tout, eh bien là, on ne va pas s'en sortir. Mais si on a des gens qui sont comptables, qui savent que nous avons des comptes à rendre après 3 mois, qu'est-ce que moi j'ai fait dans la section économique, qu'est-ce que moi j'ai fait dans la section culturelle, qu'est-ce que moi j'ai à gagner pour mon pays, eh bien, je crois que les choses pourront changer. Oui, Pierre, là vous avez relevé un fait aujourd'hui, c'est la façon de faire par exemple de l'ambassadeur américain. Beaucoup de gens se posent la question par rapport à Mike Hammer. D'ailleurs, lui-même s'est surnommé Mackenzie Hammer. Oui. Les gens disent qu'il en fait un peu trop. Il est vraiment, on ne comprend pas son style son style quoi. Est-ce qu'il en fait pas un peu trop? Est-ce qu'un ambassadeur ne peut pas être un peu plus réservé, un peu plus diplomate, mais lui il est vraiment trop vivant quoi. Je ne sais pas comment exprimer, on le voit partout, il est souvent chez Flore, permettez, c'est pas une pub, mais on le voit souvent chez Flore manger la nourriture congolaise, on le voit partout. Est-ce que c'est vraiment ça, ce nouveau type de diplomatie qu'on doit avoir? Ah oui, les mots évoluent, les lignes bougent, eh bien, les choses changent. Aujourd'hui, les diplomates, comme je l'ai dit tantôt, ne sont pas là que pour rester dans l'enceinte de l'ambassade et envoyer des télégrammes. Les diplomates doivent aller chercher. Les diplomates doivent aller chercher pour son pays. Les diplomates doivent aller visiter. Par exemple, un diplomate congolais en Chine, au Japon ou en Corée doit aller chercher les entreprises. Il s'est dit, voilà, nous avons telle ressource naturelle, eh bien, tel pays a telle machine ou tel appareil et cet appareil peut aider pour mon pays. Il va visiter les entreprises. C'est comme ça les diplomates d'aujourd'hui. Les modes changent, je le dis, et bien, les diplomates congolais doivent aussi s'adapter aux réalités actuelles du monde. Nos diplomates sont trop fonctionnaires, c'est ça? Oui, selon mon point de vue, nos diplomates sont trop fonctionnaires et heureusement, le président l'a dit dans son discours qu'il va vraiment mettre la rigueur pour le profil des diplomates qui seront envoyés cette fois-ci. Et je crois que les diplomates aussi doivent être évalués. Je sais qu'il y a une direction au ministère des Affaires étrangères, direction des postes diplomatiques et consulaires, mais lorsqu'ils vont inspecter les ambassades, eh bien, on leur donne l'enveloppe, ils ne font rien, ils rentrent et puis ils font un bon rapport et c'est fini. Vous verrez dans nos ambassades, il y a des diplomates qui ont fait plus de 15 ans. Alors, ça ne se comprend pas, ça ne se conçoit pas. Est-ce que celui qui doit être, par exemple, ambassadeur en Chine, doit nécessairement parler chinois? L'ambassadeur ne doit pas forcément parler chinois parce que c'est un poste politique, mais les diplomates doivent parler soit anglais, soit chinois. Sinon, ils ne feront rien. Ils ne feront rien. Mais on s'est rendu compte aujourd'hui aussi, hein, c'est une question que l'on relève, que notre président est parti partout. Aux États-Unis, il est allé en Russie, en France, en Belgique, et d'ailleurs, il va y aller en Chine cessamment. Est-ce que ce n'est pas se disperser aujourd'hui face à cette diplomatie? En faisant trop, on n'a rien. Ne peut-on pas être soit derrière les Américains, ou soit carrément derrière les Chinois? Ah oui, merci beaucoup pour la question, madame. Le monde d'aujourd'hui n'est plus un monde de blocs Est-Ouest. Il y a la globalisation aujourd'hui, ou en français, c'est la mondialisation. Donc, si vous êtes avec les Américains, cela ne vous prive pas d'être avec les Chinois. Vous verrez les diplomates, vous verrez le président américain ou le président chinois lorsque le président chinois reçoit une délégation, par exemple de la Palestine, eh bien, il dira la Palestine, on est en bon terme avec, et pendant que lorsqu'il reçoit la délégation israélienne, il tiendra le même discours pour dire que on ne doit pas hériter les conflits, on ne doit pas se mettre dans la logique des blocs, on ne doit pas croire que le monde c'est Est-Ouest aujourd'hui. Les choses ont changé, même les Américains, ils coopèrent avec les Chinois, même les Français, même les Britanniques, ils coopèrent avec les Chinois, ils coopèrent avec les Asiatiques. Donc, on n'a pas intérêt à se dire, soyons avec un camp et puis laissons l'autre camp. Ça ne nous profitera pas. Piaget, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes trop, pas amis, mais trop attirés par les pays qui nous ont colonisés. C'est un fait. Hein. Aujourd'hui, quand vous pensez aller à l'extérieur, beaucoup pensent Belgique, France. Voilà, parce qu'on a des liens peut-être historiques, entre guillemets. Comment faire alors pour
pour s'ouvrir vers ces pays asiatiques aujourd'hui, qui sont des pays quasiment émergents, mais dont les Congolais ne savent presque rien du tout, à part la Chine, bien sûr. Mais il y a d'autres pays comme le Vietnam, le Singapour, il y a encore quoi, Malaisie, Philippines, et tout ça. Mais ces pays sont presque inconnus ici en République démocratique. Et pourtant, ce sont des économies quasiment émergentes aujourd'hui. On pouvait même prendre exemple de ces pays comme le Singapour aujourd'hui, c'est incroyable. Moi, j'ai vu la carte postale de Singapour, je me suis dit, mais qui connaît le Singapour ici en République démocratique du Congo? Ah oui, merci beaucoup. Eh bien, d'après mes recherches, en 2050, le PIB des pays asiatiques sera de 52%, pendant que ceux de l'Europe et de l'Amérique du Nord sera respectivement de 18% et 13%. Pour montrer aujourd'hui la place qu'occupent les pays asiatiques aujourd'hui dans l'économie mondiale. Alors, malheureusement, nos politiciens, ils ont fait l'Europe, ils ont fait les États-Unis, ils ont étudié en Europe, ils ont étudié aux États-Unis, et ils ne connaissent pas l'Asie. De même que l'Asie ne connaît vraiment pas l'Afrique. Hein. Oui. On a des ambassades dans ces pays-là, Singapour, Malaisie, Philippines, et tout ça. On a des ambassades là. On n'a pas des ambassades là-bas. C'est pourquoi je voulais dire ceci. À l'époque de Mobutu, on a eu d'autres ambassades parce que Mobutu était ami par exemple avec Mathieu Kérékou. Il s'est dit, ok, je vais ouvrir une ambassade au Bénin. Mais l'ambassade au Bénin aujourd'hui ne sert à rien. On a des ambassades par exemple en Roumanie. À l'époque, Mobutu se disait, je suis ami avec Nicolas, comme vous l'avez dit, eh bien, il ouvre une ambassade. Mais aujourd'hui, la RDC doit ouvrir, si pas des ambassades, ne fût-ce que des consulats, par exemple en Thaïlande, à Bangkok, j'étais à Bangkok. Eh bien, incroyable, Bangkok aussi est très développé. Et vous rencontrez des jeunes. Sur le domaine touristique. Voilà, Bangkok, vous rencontrez des jeunes Kenyans, vous rencontrez des jeunes Botswanais qui vont là pour les affaires. Alors que nous, on n'a pas une ambassade là-bas, on n'a pas un consulat là-bas. On ne fait pas trop les affaires avec ces pays, des dragons comme on dit. Les Congolais ne sont pas trop... Pas du tout, parce qu'on n'a pas une bonne diplomatie en Asie. Pas du tout, on n'a pas une bonne diplomatie en Asie. C'est pourquoi lorsque le président va nommer les ambassadeurs, lorsqu'il va nommer les diplomates, ou les affaires étrangères, lorsqu'il va nommer les diplomates, qu'on tienne compte des gens qui ont évolué en Asie, qui connaissent bien l'Asie, et qui connaissent bien aussi c'est quoi la diplomatie économique aujourd'hui. C'est ça la diplomatie qui doit prédominer, c'est cette diplomatie économique aujourd'hui. Hein. Voilà, vous verrez par exemple un Guinéen peut se rendre à Hong Kong sans visa, alors qu'un Congolais ne peut pas se rendre à Hong Kong. Alors qu'aujourd'hui, Hong Kong, c'est là où passe plus de 2 tiers des transactions financières mondiales. Vous imaginez? Alors, un homme d'affaires peut avoir des partenaires qui lui disent ok, on se rencontre demain à Hong Kong ou après 2 jours, retourne à Hong Kong. Mais il va chercher les visas où et puis il arrivera à Hong Kong quel jour. Et le président ne peut pas être omniprésent pour aller savoir c'est quoi l'importance de Hong Kong aujourd'hui. Ce sont les diplomates qu'on enverra par exemple en Chine ou au Japon qui feront des études, qui se diront non. Notre diplomatie, notre gouvernement doit avoir un consulat à Hong Kong. Notre diplomatie doit chercher à ce que les Congolais qui se rendent à Hong Kong ou à Bangkok ou même Singapour puissent obtenir les arrival visa lorsqu'ils arrivent à l'aéroport. Les visas volants, comme on dit. Voilà, les visas volants, comme on dit ici. Donc, c'est un peu ça, la diplomatie d'aujourd'hui. Le Congo doit assumer son rôle. Arrêter avec cette diplomatie paternaliste, permettez l'expression, que nous ont laissé nos colons, avoir une diplomatie forte qu'avec la Belgique, avec la France, avec les États-Unis, mais s'ouvrir aussi à ces pays asiatiques, dits pays des dragons. Mais comment expliquer aujourd'hui, vous qui avez étudié là-bas, l'essor économique de ces pays? Puisque vers les années 60, on était presque pareil, hein, avec Singapour, d'ailleurs, moi en Corée du Sud et tout ça, on était presque pareil. Mais aujourd'hui, ils ont émergé et nous, on a, disons le froidement, on a reculé, hein, on a quasiment reculé, on est vraiment au bord du gouffre, ou si pas dans le gouffre. Comment expliquez-vous leur essor économique? Est-ce que les Asiatiques sont plus sérieux que nous? Il y en a qui soulèvent même la thèse que ont leur Dieu, ils prient leur Dieu, nous prions les dieux de blanc. Il y a beaucoup de thèses. Mais scientifiquement, comment expliquez-vous l'essor de ces pays? Moi, je pense d'abord, il y a un problème de loi. Au Congo, on ne respecte pas la loi. Un Congolais qui a étudié en Chine et qui a fait par exemple 10 ans en Chine, moi je lui dois beaucoup de respect parce que je sais que c'est quelqu'un qui sait respecter la loi. Parce que la loi est très dure et c'est comme ça dans les pays asiatiques. C'est même Congolais, quand il est en Chine, quand il est au Japon, il ne peut pas jeter une bouteille d'eau sur la rue en route. Alors que s'il est au Congo, il se permet de le faire parce qu'il sait qu'ici, il n'y a pas la loi. Ici, il n'y a pas la loi. Tant qu'on ne respectera pas la loi, on a de belles lois, on a beaucoup de lois. Tant qu'on ne respectera pas ces lois, on ne saura pas évoluer, on ne saura pas se développer. Tant qu'il y a la corruption, tant qu'il y a cette histoire de rétrocommission, je vois quand je vais avec des amis chinois à l'aéroport, pour qu'ils passent ce genre de l'immigration, ils les tirent ici, donnez ceci, donnez cela. Et là,
Même si un homme d'affaires voulait venir investir dans notre pays, il ne saura pas, il va rentrer avec son argent. Mais lorsqu'il vient voir telle autorité et qu'on demande d'abord l'argent, mais il n'y a aucun homme d'affaires qui viendra donner d'abord l'argent avant d'investir. Voilà. En Asie, les gens travaillent. En Asie, il y a du boulot, il y a du travail, même dans les universités. Si tu ne lis pas, tu n'auras pas un boulot. Alors qu'ici au Congo, ce n'est pas ça. Donc, tout part de nos lois, tout part de la corruption, tout part de nos universités ou de nos écoles. Quand on sait moi, je me rappelle, j'ai vu, Pierre, sans vous interrompre, que le fonctionnaire le mieux payé en Corée du Sud, c'est l'enseignant. J'ai vu ça dans un documentaire parce qu'ils disent que c'est à partir de l'enseignant qu'on a toutes les connaissances. Ce n'est pas n'importe qui est professeur ou enseignant en Corée du Sud. C'est incroyable, c'est ça qui m'a vraiment tiqué. Mais aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes ce jeune qui a étudié en Chine. Est-ce que vous pousseriez les jeunes Congolais d'aller étudier dans ces pays-là pour vous? C'est plus différent que d'aller étudier en France, en Belgique et au Canada aux autres. Vous inciterez les jeunes à aller étudier dans ces pays d'Asie, d'avoir l'expérience de ces pays-là? Oui, bien sûr, je vais encourager les jeunes à aller étudier en Asie. Aller étudier en Europe aujourd'hui, quand vous voyez nos dortoirs, quand vous voyez nos conditions de vie, même les Européens qu'on rencontre en Asie, parce qu'ils sont nombreux là-bas, ils vous disent que... Les Européens sont nombreux. Ils sont nombreux. Moi, dans ma salle de classe, quand je faisais le master, ceux qui étaient nombreux, d'abord, c'était les Européens, et puis les Asiatiques, les Africains, ils n'étaient qu'à 4. Vous imaginez, dans une université, dans l'Université chinoise des affaires étrangères. Donc, ils sont nombreux là-bas. Ils nous disent que ici, ils nous disent que la Chine est développée, la Chine, aujourd'hui même du point de vue de recherche, la Chine met du moyen, la Chine met du paquet pour que les recherches se fassent bonnement. Mais le constat est que lorsqu'on y va étudier à l'étranger, on est soi-même papa, on est soi-même maman, et puis le Chinois ne viendra pas là derrière toi qui dit étudie, lis, travaille. Non, ils ne sont pas comme ça. C'est comme ça leur culture. Si tu vas là avec conscience que tu vas apprendre beaucoup de choses. Mais si tu vas t'aventurer, ils vont t'aider à t'aventurer aussi, et tu vas rentrer comme tu es parti. Donc c'est vraiment une question de conscience. Hein. Voilà. Les Asiatiques sont très consciencieux et très patriotiques. Oui. Mais on a remarqué aussi une chose, c'est le deuxième volet de cette émission, c'est presque le vide diplomatique, je peux le dire, la non-présence des Congolais dans certaines conférences, dans certaines institutions, certains organismes internationaux. Moi, personnellement, même ici à Kinshasa, on se rend compte que dans ces organismes de l'ONU ou ailleurs, il y a beaucoup de Sénégalais, beaucoup de Maliens, beaucoup d'Éthiopiens, même ailleurs. On ne sent pas la présence des Congolais. Est-ce que ces organismes internationaux ne nous intéressent pas, ou c'est une politique que nous avons adoptée, on se suffit à nous-mêmes, où on se dit, bon, la RDC a tout, on peut, permettre l'expression, s'en foutre de ces organismes? Oui, merci beaucoup, madame. Pour une petite histoire, j'étais à Shanghai dans une conférence et j'avais rencontré une amie qui travaille à l'Union africaine. Elle est du Malawi. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que vous avez au Congo exactement? Parce que les Congolais ne postulent pas, et les Congolais ne sont pas à l'Union africaine. Qu'est-ce que vous avez là? Les gens ne cherchent pas du boulot. Et ça m'avait tiqué, ça m'avait vraiment révolté. Il m'avait donné les sites de l'Union africaine, là où on poste les job descriptions. Et je verrais même qu'on encourage les candidats congolais. Il y a une dizaine de pays, en fait, 9 ou 10 pays comme ça, qui ne sont pas représentés au niveau de l'Union africaine. Je crois que tout part du ministère des Affaires étrangères, tout part des gens ou qui ne veulent pas faire, qui veulent mettre leurs enfants, leurs cousins ou quoi, on ne sait pas, parce que si c'est au ministère des Affaires étrangères, comment c'est pas visible? Ah oui, le problème c'est qu'on ne met pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Vous verrez ici dans ONU Femmes, ONU SIDA, PNUD a des bureaux partout dans tous les pays. Vous verrez l'Union africaine a presque des représentations partout. Mais vous ne verrez pas un représentant de l'Union africaine qui soit congolais dans un pays. Dans un autre pays, j'ai jamais vu. Vous ne verrez pas quelqu'un qui soit, par exemple, un diplomate congolais être président de l'Assemblée générale des Nations Unies. Alors qu'on en a connu ici en Afrique. À l'Union africaine, par exemple, on a connu... le seul qui est mort, comment il s'appelait encore? Celui qui était secrétaire général de l'Union africaine à l'époque, il est mort. Ça viendra. C'était le seul d'ailleurs qu'on avait eu à l'époque. Voilà. On a eu aux Nations Unies, par exemple, l'Égyptien... Le nom viendra. On a eu les Ghanéens, Kofi Annan, on a eu Boutros Ghali de l'Égypte. Même pour l'OIF, on se pose la question, deuxième pays francophone du monde, mais on n'a jamais géré l'OIF. Après Abdi Diouf, Michael Jean, aujourd'hui c'est un Rwandais. Pourtant le Rwanda, aujourd'hui c'est l'anglais. Alors que le Congo, nous parlons
français, nous sommes deuxième pays en termes de locutaires, nous ne sommes pas là. Et on ne pense pas. Moi, je crois que le ministère des Affaires étrangères doit s'y mettre, doit travailler, doit se dire non, en 2025, en 2030, nous devons occuper, nous devons postuler au niveau de la francophonie. En 2035, nous devons faire ceci. Et tout cela demande une bonne diplomatie parce qu'il faut envoyer des diplomates qui vont là, qui vont chercher des carnets d'adresses, qui vont chercher des contacts dans d'autres ministères pour que le moment venu, lorsque le Congo voudra postuler, lorsque le Congo voudra présenter un candidat, qu'on ait beaucoup de soutien. Parce que pendant ces élections, lorsque vous n'avez pas de candidats qui ont un bon background, ils ne passent pas. Vous avez vu récemment, lorsqu'on voulait élire le président de la Commission de l'Union africaine, il y a eu un candidat équato-guinéen, il y a un candidat botswanais et un candidat ougandais, mais tellement qu'ils n'avaient pas cette carrure-là, on a reporté les élections jusqu'à ce que la CEDEAO voulait présenter Batili, qui était envoyé spécial, secrétaire général ici dans les Grands Lacs. Parce qu'il avait la carrure. Les Congos ne donnent pas la chance. Est-ce que nous manquons je ne pense pas que nous manquons ces gens-là. Oui, mais on ne donne pas la chance aux jeunes qui sont compétents, on ne donne pas la chance aux jeunes qui peuvent aller représenter les pays. Lorsqu'on envoie des médiocres, par exemple, dans une ambassade, mais... Oui. Lorsqu'on envoie des gens médiocres dans une ambassade, par exemple, pour lui, c'est faire des annotations, pour lui, c'est écrire et envoyer des télégrammes, c'est tout. Mais lorsqu'on a des gens capables... Oui. Lorsqu'on envoie des gens capables, lorsqu'on envoie des gens compétents, ils peuvent se dire, je n'ai pas droit à l'erreur. Je suis diplomate aujourd'hui en Chine, je suis diplomate aujourd'hui au Japon, je suis diplomate aujourd'hui en Corée du Sud. Je dois travailler pour mon pays, je dois chercher un candidat d'adresse, j'aimerais postuler demain, devenir un haut fonctionnaire international. Mais c'est peut-être où chercher, c'est peut-être ça aussi la question. On n'a pas déjà les portails sur Internet pour notre pays, c'est assez compliqué. Quand on leur dit par exemple au ministère des Affaires étrangères, on n'a pas de portail. Les jeunes qui sont peut-être à l'extérieur, qui ont cette carrure, mais pour chercher, il n'y a pas de portail pour... Nos autorités ne veulent ni être sur le net, ni avoir de portail. Leur ministère n'a pas de portail. Ils ne veulent pas officialiser leur compte. Quand, par exemple, un ministre de la communication de notre pays, M. Jolino Makelele, n'a pas un compte Twitter officiel certifié, c'est un problème. Donc, les Congolais eux-mêmes ne comprennent peut-être pas l'importance des réseaux sociaux ou l'importance d'avoir des sites Internet. C'est peut-être ça. On est trop en retard. Comment faire pour rattraper cela? C'est la mondialisation. On doit être à la page. Oui, un autre problème, je vais parler d'abord des acteurs, des personnes qu'on envoie. Un autre problème, c'est l'orientation, la politique qu'on veut. Apparemment, au Congo, quelle est notre politique? Nous encore. Les diplomates, il est là, diplomate, on l'a envoyé parce qu'il a été... Il est le fils d'eux. Il est le fils d'eux. Ils ne savent pas quoi faire exactement. Et la centrale, tant qu'on sait que telle personne est le cousin de tel général, telle personne est le fils de tel honorable ou de tel ministre, il n'aura pas lui dire, voilà, reviens. C'est ça les grands problèmes. Il reste encore ce part de gâteau à partager, hein, les postes dans les entreprises et dans la diplomatie. Voilà. Donc incessamment, il y aura la nomination des nouvelles ambassadeurs. On enverra les gens du parti politique. Alors, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous recommandez au président de la République pour que cette diplomatie économique, cette diplomatie de proximité, cette diplomatie agissante puisse être en faveur de la RDC? Oui, moi je vais suggérer au président, lorsqu'il veut aider les gens de son parti, lorsqu'il veut aider tout ce monde qu'il veut aider, qu'il les mette ici, qu'il leur donne l'argent. Mais s'il faut envoyer des gens dans nos ambassades, s'il faut envoyer des diplomates, qu'on envoie des gens qui sont rodés, des gens qui connaissent la sous-région, des gens qui connaissent qu'est-ce qu'ils sont allés chercher là-bas, et les gens qui auront des comptes à rendre après 6 mois, après 3 mois, après une année à la centrale ici. Et lorsqu'il y a des évaluations comme ça, les gens travailleront durement, les gens chercheront. On n'aura pas des diplomates qui, lorsqu'il est dans son bureau, il met les chansons de Moïse Ndiye, mais on aura des diplomates qui, lorsqu'il est dans son bureau, il travaille, il s'informe, et il sort, il va dans des conférences, il va chercher pour son pays. Des diplomates qui se disent, il n'y aura pas une messe international ici, il n'y aura pas un forum international ici en Asie sans que mon pays, les Congo, ne soit là. On est absent dans tous les forums, dans les foires, dans les tout ça, la RDC n'est jamais... Voilà, je vais suggérer aussi à ce qu'il y ait une coordination entre les ministères des Affaires étrangères et d'autres ministères. Moi, j'ai vu par exemple Lambert Mende quand il s'est rendu en Chine, il était à Pékin, mais l'ambassade n'était pas au courant. J'ai vu Emery Okunju, il était à Pékin, l'ambassade n'était pas au courant. Mais je ne vois pas un ministre américain ou un ministre chinois se rendre ici au Congo sans que l'ambassade ne soit au courant, sans qu'il ne soit
briefé par l'ambassade ici parce que lui ne connaît pas les Congos, il ne connaît pas les hommes congolais. Alors, il faudrait qu'il y ait cette coordination-là. Il faudrait que les ministères des Affaires étrangères, ou lorsque des experts, lorsque les gens, les fonctionnaires d'autres ministères veulent se rendre dans d'autres pays ou à l'étranger, ils doivent passer par les affaires étrangères. Pour avoir ça va, voilà, ça va. Nous sommes vraiment en train d'atterrir. Je crois qu'il ne reste que... Je voudrais savoir un peu qu'est-ce que les Chinois pensent de nous, ou de la RDC. Vous qui avez vécu là-bas, qu'est-ce qu'ils disent de mon pays, de notre pays? Ok, en fait, beaucoup de Chinois ne connaissent pas l'Afrique, je l'ai dit. Eh bien, l'idée qu'ils ont du Congo, c'est un pays où il y a la guerre, un pays où il y a des problèmes. C'est tout ça l'image qu'ils ont du pays. Récemment, je suivais avant de venir sur la chaîne CGTN, la chaîne chinoise. Oui, eh bien, on parlait d'Ebola. Il y avait 3 experts. Un expert chinois qui était sur le plateau et 2 experts, un Kenyan qui était à Nairobi et un autre, un Américain, ils étaient en duplex. Il y avait pas, et tout ce qu'ils parlaient d'Ebola, ce n'était pas vrai. Tout ce qu'ils disaient là, ils n'ont jamais été au Congo, ce n'était pas vrai. Mais si on peut avoir des diplomates qui suivent tout cela, ils peuvent même protester, ils peuvent écrire à la chaîne, dire, voilà, si vous parlez du Congo, eh bien, intéressez-nous. Eh bien, contactez les Congolais. Si vous ne les connaissez pas, eh bien, contactez l'ambassade, nous allons chercher des experts congolais et ils vont parler de la démocratie du Congo. Mais là, il pouvait passer par voilà. Mais si on a des gens qui parlent du Congo et à leur manière, du coup, c'est très difficile, c'est très difficile. Merci Piaget, le temps passe vite, c'est ça la beauté de la télévision. Je crois que nous avons survolé un peu cette diplomatie agissante, cette diplomatie de proximité. Il faut vraiment envoyer des gens qui ont le souci de vendre la République, participer dans les ateliers, dans les conférences, et non aller faire votre commerce, aller déambuler. On le voit souvent dans des ateliers comme ça. Il y a jamais le Congo n'est jamais représenté parce que les gens sont là pour autre chose. Et c'est le pays qui perd. Le dernier exemple, il a donné, on parle de l'Ebola, mais il n'y a aucun expert congolais qui parle de ça et on donne une mauvaise image, on donne des mauvaises informations sur notre pays et on s'en fout, hein, la plupart du temps, les Congolais en tout cas, on s'en fout, mais les autres prennent cela vraiment pour du pur jus, hein, c'est vraiment ça la vérité. Merci en tout cas Piaget d'être passé à l'international, merci à toute l'équipe technique et on se retrouvera avec le même plaisir la semaine prochaine. Au revoir. Merci.